Bonjour et bienvenue. Imaginez un peu le tableau. Une institution de Chicago, plus que centenaire, le Siebel Institute of Technology. Une véritable institution dans le monde de la bière. Exactement. Et cette école décide de tout quitter pour venir s'installer à Montréal en 2026. Alors, à première vue, on pourrait se dire que c'est une petite histoire sympa pour les amateurs de bière. Oui, Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est presque le symptôme parfait d'un mouvement économique bien plus large entre les États-Unis et Montréal. c'est tout à fait ça. Cette histoire de bière, c'est la meilleure porte d'entrée pour comprendre un phénomène vraiment majeur. Lequel? L'attractivité croissante de Montréal pour les investissements, pour les entreprises et surtout pour les talents américains. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer ça. D'accord. On va plonger dans les raisons de ce magnétisme, regarder les chiffres qui le confirment et puis voir les impacts très concrets de cette vague d'intérêt. Notre mission, donc, en s'appuyant sur les analyses de wikiresidence.ca et les tout derniers bilans de Montréal International, c'est de comprendre pourquoi Montréal est devenue cette alternative si stratégique. Oui, face aux grands centres américains. Qu'est-ce que la ville offre que, disons, New York ou San Francisco ne peuvent plus garantir? Allons-y, commençons par le début. Cette fameuse école de brassage. Allons-y. Ce qui me fascine dans cette histoire de l'Institut Siebel, c'est leur franchise. Ils n'ont pas cherché à noyer le poisson. La raison de leur déménagement, ils l'ont dite noir sur blanc. Et c'est quoi? Les politiques réglementaires américaines. Un vrai casse-tête, selon eux, pour leurs étudiants qui viennent de partout dans le monde. C'est un aveu assez fort, non? C'est plus qu'un aveu. C'est le cœur de l'argument. On pense souvent que ce genre de décision, ça se joue sur les coûts, les taxes. C'est ce qu'on imagine, oui. Mais là, le facteur décisif, c'est l'accès au talent mondial. Les États-Unis, avec des politiques de visa qui sont de plus en plus complexes, imprévisibles, y mettent des barrières. Et Montréal? Montréal, de son côté, se positionne comme une porte d'entrée plus simple, plus fiable. Donc ce déménagement, même s'il paraît modeste, il va avoir plein de répercussions en chaîne sur la ville. Et c'est là que ça devient intéressant. Les sources en lisent plusieurs. D'abord, l'impact sur l'écosystème. Ça renforcerait le statut de Montréal comme pôle d'excellence agroalimentaire. Oui, Mais concrètement, attirer des étudiants brasseurs du monde entier, qu'est-ce que ça change? ça change beaucoup de choses. Ça crée un pôle de savoir-faire très pointu. Ces étudiants, ils viennent pas seulement pour apprendre, ils arrivent avec leurs idées, leur culture, leur réseau. D'accord. Ils vont faire des stages dans les microbrasseries locales, peut-être y travailler, peut-être même en créer de nouvelles. C'est un effet d'entraînement direct sur l'innovation, Et puis ces gens-là, ils vivent en ville. bien sûr. Donc ça stimule l'hôtellerie, la restauration. C'est un effet de cascade. L'arrivée d'un seul acteur de renom, ça rehausse tout ce qu'il y a autour. On n'attire pas juste une école, en fait. On importe un catalyseur pour toute une industrie. C'est ça l'idée. Exactement. Mais il y a aussi un impact très tangible, presque symbolique, au niveau de l'immobilier. Ils ne s'installent pas n'importe où. Non. Et le choix est très malin. Ils vont près de l'ancien site historique de la brasserie Molson. Ah, le clin d'œil. C'est un clin d'œil patrimonial très fort. Ça participe à la revitalisation de ce quartier de l'Est, qui est en pleine transformation. Et très concrètement, ça crée une nouvelle demande pour du logement. Du logement étudiant, j'imagine. Voilà, du logement étudiant, des résidences à court ou moyen terme. C'est un micro-investissement qui s'inscrit dans un projet de redéveloppement urbain beaucoup plus grand. Et puis, il y a ce facteur un peu plus doux que l'Institut a lui-même souligné, la qualité de vie. On a souvent l'impression que c'est un argument marketing un peu creux, mais eux, ils l'ont cité comme un critère de décision. Le côté vibrant, sécuritaire, la richesse culturelle de Montréal. Est-ce que c'est vraiment un facteur économique tangible? C'est devenu un atout économique fondamental. Absolument. Dans la guerre mondiale pour attirer les talents, la qualité de vie, c'est plus la cerise sur le gâteau. C'est un ingrédient de base. C'est ça. Si vous voulez attirer une ingénieure de Berlin, un chercheur de Séoul ou un brasseur de Chicago, il faut offrir plus qu'un bon salaire. Il faut un environnement où ils ont envie de vivre. De s'installer. De fonder une famille, de sortir le soir sans s'inquiéter. Cette réputation de Montréal, c'est une monnaie d'échange qui est devenue extrêmement précieuse sur le marché international. C'est fou de voir tout ce qu'une seule décision d'une école de bière peut nous apprendre. Mais la question c'est, est-ce que c'est juste une belle histoire ou est-ce que c'est vraiment la pointe de l'iceberg? Ah, c'est bien plus qu'une anecdote. Les grands chiffres confirment ça. Et quand on change d'échelle et qu'on regarde les données de Montréal International, l'iceberg est massif. Le bilan 2024, il est très parlant. Dites-moi. La métropole a attiré 2,7 milliards de dollars d'investissements étrangers. Au total. Et la part des États-Unis là-dedans, elle est juste stupéfiante. C'est-à-dire? Un tiers. Un tiers, c'est énorme. On parle de presque 900 millions de dollars en une seule année, juste des États-Unis. Mais la question que je me pose toujours avec ces gros chiffres, c'est est-ce que ça se traduit en vrais emplois?
C'est une excellente question. Et c'est là que les données deviennent passionnantes. Ce n'est pas juste du capital. L'impact sur l'emploi est direct et surtout, il est qualitatif. Pour 2024, ces investissements ont permis de créer ou de maintenir presque 4800 emplois. D'accord. Mais le chiffre qui fait vraiment sourciller, c'est le salaire annuel moyen de ces postes. Et alors? 105,43 000 $. Pardon? C'est un record absolu. Attendez, plus de 105 000 $ en moyenne. C'est bien au-delà du salaire médian à Montréal. Ça change complètement la perspective. Absolument. On parle pas de créer n'importe quels emplois là, on parle de créer des postes très haut de gamme. Exactement. Ça montre bien la nature stratégique de ces investissements. C'est pas des centres d'appel ou des usines d'assemblage. Non. Ce sont des centres de recherche, des studios de développement, des sièges sociaux, et la tendance est lourde. Les documents montrent que pour l'année d'après, 2025, juste 11 projets américains déjà confirmés, c'est déjà plus de 800 millions de $. Le pipeline est plein. Donc ce sont des emplois de qualité, c'est clair. Mais dans quel secteur précisément? Où va tout cet argent américain qui paye si bien? Si on suit l'argent, la destination est très, très nette. Il y a un secteur qui domine tous les autres, le vrai moteur de cette vague récente. Laissez-moi deviner, l'intelligence artificielle. Gagné. C'est l'IA. Sans grande surprise, j'imagine. On en entend parler partout. Les exemples de 2025 sont assez frappants. Il y a Cohere, par exemple. Oui, un des grands noms américains de l'IA générative, un concurrent direct d'OpenAI. Et ils n'ont pas juste ouvert un bureau, ils se sont installés au cœur du réacteur, dans l'écosystème du Mila. Le choix du Mila, qui est un peu le cœur battant de la recherche en IA au Canada, c'est très significatif. Ça montre qu'ils viennent pas à Montréal pour les coûts. Ils viennent pour le talent, pour la recherche. Pour être plus près de l'innovation. Voilà. Et c'est pas un cas isolé. En avril 2025, on a eu l'annonce de 3 autres projets américains en IA d'un trou. On a un Cef-Liu qui est fascinant. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils utilisent l'IA pour analyser des flux vidéo et prévenir les chutes chez les personnes âgées. Ils prévoient d'embaucher une 50aine d'experts. Donc on n'est pas que dans l'IA théorique, on est dans des applications très concrètes, avec un impact social? Précisément. Et à côté, on a AmpliWork qui développe des agents d'IA pour les entreprises, et puis Terzo, une plateforme qui aide les grandes compagnies à optimiser leurs finances avec l'IA. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une diversification au sein même du secteur. Ça touche la santé, les services, la finance. C'est un signe de maturité? Tout à fait. D'accord. L'IA est le nouveau moteur, c'est clair. Mais est-ce qu'on est en train d'oublier les anciens piliers de l'économie techno de Montréal? Je pense aux jeux vidéo, par exemple. C'est une excellente question. Et la réponse est non. Le jeu vidéo reste un pôle d'attraction extrêmement puissant. Ah oui. L'exemple le plus récent et le plus marquant, c'est Hasbro, le géant américain du jouet. Hasbro. Oui, ils ont annoncé l'ouverture d'un tout nouveau studio à Montréal, entièrement dédié à une de leurs franchises les plus mythiques, Donjons et Dragons. C'est un investissement majeur, ça, dans un secteur historique pour la ville. Tout à fait. C'est rassurant de voir que la croissance n'est pas basée que sur l'IA. On a l'IA qui explose et le jeu vidéo qui consolide. Mais en dehors de la tech, est-ce que cet attrait s'étend à d'autres domaines? Oui, et c'est peut-être là que la tendance de fond est la plus visible. On observe une diversification vers des secteurs d'avenir. Par exemple, GE Vernova, la branche énergie de General Electric, Oui. investit massivement sur la rive sud dans les technologies d'énergie propre. C'est un alignement parfait avec la stratégie du Québec. Et on voit aussi des acteurs plus inattendus, comme la World Benchmarking Alliance. Ça, je ne connais pas, c'est quoi? C'est une organisation internationale qui évalue la performance des grandes entreprises sur des critères sociaux, environnementaux. D'accord. La finance durable, ce genre de choses? Exactement. Et le fait qu'ils choisissent Montréal pour ouvrir un bureau, c'est un signal. Ça positionne discrètement la ville comme un pôle de compétences en responsabilité d'entreprise. Ok, alors si on prend un peu de recul, on a une école de bière qui fuit la bureaucratie américaine, des milliards qui affluent, des salaires records dans l'IA, le jeu vidéo qui cartonne toujours et même des incursions dans l'énergie verte. Qu'est-ce que tout ça nous dit, au fond? Quelle est la grande image qui se dessine? L'image qui se dessine quand on met tout ça bout à bout, c'est que Montréal n'est plus seulement une ville intéressante ou moins chère. Non. Elle est en train de se positionner activement comme une alternative stratégique, stable et fiable aux grands centres d'affaires américains. Et le véritable avantage qui ressort, c'est pas un seul facteur, c'est une combinaison. Laquelle? Au cœur de cette combinaison, il y a une idée qui est devenue cruciale aujourd'hui, la prévisibilité. La prévisibilité. Oui.
Dans un monde, et particulièrement aux États-Unis, où l'environnement réglementaire sur l'immigration peut changer du tout au tout d'une administration à l'autre, Montréal offre une forme de stabilité. Ce qui, pour une entreprise qui doit planifier sur 5 ou 10 ans, est essentiel. C'est devenu une ressource extrêmement précieuse. C'est peut-être ça, le produit que Montréal vend le mieux en ce moment. La prévisibilité. C'est fascinant. On boucle complètement la boucle avec l'Institut Sibel. Leur problème, c'était pas le marché, c'était l'incertitude des visas. Exactement. Donc l'avantage de Montréal, c'est d'être positivement prévisible. C'est ça. C'est cette combinaison unique. Un bassin de talent exceptionnel, une qualité de vie reconnue, des coûts qui restent compétitifs, et par-dessus tout ça, cet environnement d'affaires perçu comme plus stable et accueillant. C'est l'ensemble de cette proposition qui est si convaincante. En somme, de la bière à l'intelligence artificielle, ce qu'on observe, c'est que l'investissement américain ne fait pas que stimuler l'économie de Montréal, il la transforme. Il la tire vers le haut. Oui, avec des projets et des emplois d'une qualité qui changent la structure même du marché du travail local. Et la tendance semble non seulement réelle, mais profondément ancrée. Elle est portée par des secteurs stratégiques d'avenir et s'appuie sur des avantages très clairs. Chaque nouvel investissement de ce type ne fait que renforcer la réputation de Montréal comme un hub technologique de premier plan. Ça crée un cercle vertueux. Un cercle vertueux qui en attire d'autres. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question qui reste un peu en suspens après avoir analysé toutes ces bonnes nouvelles. Les sources se concentrent, logiquement, sur les bénéfices. Mais cette arrivée massive d'emplois à plus de 100 000 $, comment une ville absorbe-t-elle ça sans se fracturer? Alors que Montréal devient cet aimant pour la haute technologie, quels pourraient être les effets à long terme sur les autres secteurs? Sur le coût du logement pour tout le monde? Et, au final, sur le tissu social et culturel qui, ironiquement, est une des raisons de son attractivité au départ. C'est peut-être ça le prochain grand défi de la métropole.